Bonjour madame. Oui. Oui, madame. Très bien, donc on va commencer le cours sur des ataxies cérébelleuses héréditaires et sporadiques. Sont des maladies généralement dégénératives du système nerveux central et donc qui touchent surtout le cervelet et parfois le cervelet seul ou parfois avec d'autres structures. D'accord? Alors, les ataxies, c'est quoi? C'est les troubles de l'équilibre, de la marche et de l'équilibre. Les troubles de la marche et de l'équilibre. Alors, en introduction, ce sont donc des affections dégénératives qui sont caractérisées soit par une ataxie cérébelleuse prédominante ou exclusive. Ça veut dire que on peut avoir dans une maladie, on peut avoir soit une ataxie cérébelleuse uniquement, c'est-à-dire un syndrome cérébelleux uniquement, ou bien un syndrome cérébelleux, qui est le signe le plus important dans ces maladies, toujours le syndrome cérébelleux, plus d'autres signes. D'accord? Donc, dans ces ataxies-là, on a les ataxies familiales, c'est-à-dire héréditaires, ce sont les plus fréquentes, et on peut avoir des ataxies secondaires à autre chose. D'accord? Sporadiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas héréditaires, secondaires à d'autres causes. Alors, on commence par les plus fréquentes, bien sûr. Ce sont les ataxies cérébelleuses héréditaires. Et dans les ataxies cérébelleuses, il y a des ataxies cérébelleuses héréditaires transmises sur le mode récessif et il y en a qui sont transmises sur le mode dominant. Les formes récessives sont les plus fréquentes. Donc, on commence par les formes récessives. Et dans les formes récessives, on a plusieurs maladies. Et la plus fréquente, c'est la maladie de Friedreich. Donc, c'est une maladie quand même, heureusement qu'elle reste assez rare, mais c'est la plus fréquente des ataxies héréditaires récessives. Alors, le gène, il est porté par le chromosome 9 et les lésions vont atteindre les faisceaux spinocérébelleux. La moelle cérébelleuse. Ce sont des faisceaux qui relient la moelle au cervelet. Les faisceaux spinocérébelleux. Les afférences radiculo-cordonales postérieures. Radiculo-cordonales c'est-à-dire c'est les racines postérieures et les cordons postérieurs. Donc la racine et le cordon postérieur, le système lemniscal. D'accord? Le faisceau pyramidal, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, dans cette maladie, on a les signes les plus importants, bien sûr, c'est les atteintes spinocérébelleuses, c'est tout ce qui est cérébelleux, cervelet, etc. Ça, c'est les signes les plus importants qui donnent l'ataxie. Et en plus, on a d'autres signes secondaires à l'atteinte des racines et des cordons postérieurs, du faisceau pyramidal et le tronc cérébral. D'accord? Donc, on va voir, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de votre anatomie. Regardez ici, les faisceaux spinocérébelleux. À chaque étage, la moelle, à chaque étage, elle va donner donc des fibres pour le cervelet. Elle est en contact, si vous voulez, avec le cervelet. Les faisceaux spinocérébelleux. Et vous avez ici le système radiculo-cordonal postérieur. La dernière fois, on a vu cette image. Je vous ai dit que le neurone sensitif qui conduit la sensibilité profonde, il vient de la périphérie, son corps cellulaire au niveau du ganglion rachidien, il pénètre, il monte directement sans traverser la ligne médiane jusqu'au niveau du bulbe. Là, il fait relais avec le deuxième neurone qui, lui, traverse décussation sensitive au niveau bulbaire, il remonte jusqu'au niveau du thalamus. Là, il fait relais avec le troisième neurone qui conduit la sensibilité profonde, qui va se projeter sur le cortex pariétal. Donc, tout ça, à partir de là, c'est le faisceau radiculo-cordonal postérieur. Les cordons postérieurs, c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de la moelle, c'est tout ça. Radiculo-cordonal postérieur, c'est la racine et les cordons postérieurs. Donc, voilà les structures qui vont être concernées par ces lésions dégénératives. Cliniquement, cette maladie, qu'est-ce qu'elle va comporter? Bon, l'âge de début est variable. Ça peut être chez
l'adolescent, la maladie peut commencer chez l'adolescent, l'adulte jeune, même on a vu des formes tardives. Alors, les signes d'appel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous dire qu'on va avoir une maladie dégénérative. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Les maladies héréditaires dégénératives, généralement, il y a toujours le syndrome dysmorphique, les malformations. D'accord? Et là, déjà, dès le début, vous allez voir chez l'enfant ou chez l'adolescent des pieds creux. Le pied creux. Je vous ai montré hier le pied creux. Donc, les pieds creux, des troubles de la marche. Déjà, le malade, il va mal marcher. D'accord? Et on va voir tout à l'heure quel type de démarche. Et parfois, une atteinte cardiaque. Ce n'est pas une cardiopathie très importante, ce sera des troubles du rythme, de conduction, mais en tout cas une atteinte cardiaque. Voilà les signes de début, les signes d'appel. Après, quand le tableau est formé, on va avoir une triade. La triade, c'est le syndrome neurologique, un syndrome dysmorphique et un autre syndrome. Donc, le syndrome neurologique, syndrome dysmorphique, syndrome viscéral, pardon. Donc, le syndrome neurologique, il comporte bien sûr le signe le plus important, c'est le syndrome cérébelleux. Le syndrome cérébelleux dans la maladie de Friedreich, il est complet, c'est-à-dire il est statocinétique. Alors, les syndromes cérébelleux, dans certaines maladies, vous n'allez trouver que des troubles de la marche, de l'équilibre. On dit que c'est un syndrome cérébelleux statique. Dans d'autres maladies, vous pouvez trouver que des troubles de la coordination, des mouvements. Donc là, c'est un syndrome cérébelleux cinétique. Et dans certaines maladies, vous allez trouver les deux. Donc, c'est un syndrome cérébelleux statocinétique. Donc ici, on va avoir des troubles de la station debout de la marche et on va avoir des troubles de la coordination des mouvements, avec troubles du langage, la dysarthrie, et rappelez-vous aussi le tremblement, hein. Donc, syndrome cérébelleux, c'est le signe le plus important dans cette maladie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme atteinte aussi? On a l'atteinte radiculo-cordonale postérieure, c'est-à-dire de la racine postérieure et des cordons postérieurs. Donc, si on a une rupture de la racine postérieure, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le réflexe ostéotendineux est aboli. D'accord? Pour qu'on ait un réflexe, qu'est-ce qu'il faut? Rappelez-vous, le réflexe. Il y a le neurone sensitif qui vient et qui fait relais avec le neurone moteur et c'est là, le réflexe, il faut qu'il y ait intégrité des deux racines, sensitive et motrice. Si une des racines est touchée, donc le réflexe ostéotendineux est aboli. Donc, on va avoir abolition du réflexe ostéotendineux. Et l'atteinte des cordons postérieurs, c'est-à-dire du système lemniscal, eh ben, on va avoir une atteinte de la sensibilité profonde. Et la sensibilité profonde, comment vous allez la chercher si vous voulez? C'est, rappelez-vous, hier, on a parlé de la sensibilité vibratoire avec le diapason, la sensibilité vibratoire, et la kinesthésie. La kinesthésie, c'est le sens positionnel des doigts et des orteils. D'accord? On met le doigt ou l'orteil dans une certaine position que le malade, yeux fermés, doit reconnaître. S'il ne reconnaît pas, donc on a des troubles de la kinesthésie, de la sensibilité profonde. D'accord? Donc, on teste ça. Ensuite, on a aussi dans l'atteinte cordonale postérieure, dans l'atteinte de la sensibilité profonde, on a aussi de déséquilibre. Et c'est un déséquilibre qui est aggravé par la fermeture des yeux. D'accord? Et en plus, vous avez cette fameuse démarche qui est, on dit qu'elle est tabéto-cérébelleuse. Tabéto-cérébelleuse. Comment elle est cette démarche? Bon, on a une atteinte du cervelet. Donc, on va avoir une démarche ébrieuse, rappelez-vous. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a pris de l'alcool. Le malade va aller à droite, à gauche, etc. Donc, une démarche ébrieuse. En plus, on a une atteinte de la sensibilité profonde. Et quand on a une atteinte de la sensibilité profonde, on a une démarche talonnante. C'est-à-dire, quand le malade marche, vous avez l'impression qu'il est en train de... Vous entendez ses talons. Quand il marche pieds nus, il marche, vous entendez, parce qu'il pose brutalement les talons par terre. Donc, on entend les talons, et c'est pour ça qu'on dit la démarche talonnante. Normalement, une démarche talonnante. Et quand on a les deux types de démarches, c'est le même malade.
ce malade-là, il fait une atteinte de la sensibilité profonde, il va faire une démarche talonnante. Il fait une atteinte cérébelleuse, il va faire une démarche ébrieuse. On parle de démarche tabéto-cérébelleuse. Tabéto-cérébelleuse. Voilà. Donc, c'est une démarche ébrieuse par atteinte cérébelleuse et talonnante par atteinte de la sensibilité profonde en même temps. Donc, le malade, il va aller à droite et Madame, à gauche. Oui, oui, oui. Madame, la marche talonnante, même la marche dandinante, Non, 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 non. La marche c'est pas la talonnante, même. c'est pas la même. La marche talonnante, ça vient de talon, le talon. Hein? Quand vous êtes nu-pied, vous tapez sur le talon, d'accord? Si quelqu'un qui pose brusquement le talon, ses talons par terre. Donc, on Oui, entend, d'accord, on entend ses talons se poser brusquement par terre. Et c'est pour ça qu'on dit talonnante. Alors que la démarche dandinante, on n'entend pas le talon, mais c'est un malade qui, son bassin, quand il marche, le bassin, il dandine à droite et à gauche, le bassin, hein, parce qu'il a un déficit de muscle du bassin. Donc, il va dandiner à droite et à gauche comme un canard qui marche. D'accord? oui, madame. Voilà. Donc, là, on a une démarche double, tabéto-cérébelleuse. Voilà. Donc, voilà pour le syndrome radiculo-cordonal postérieur. La démarche tabéto-cérébelleuse, des troubles de la sensibilité profonde et la réflexie. La réflexie. Donc, la plupart du temps, c'est les membres inférieurs qui sont touchés et donc on a une aréflexie achilléenne. C'est-à-dire, Madame, oui, oui. Madame, est-ce que le système extra-limescal est conservé? Et pourquoi? Le système extra-limniscal, Oui, il n'est pas concerné. Non, il n'est pas concerné. C'est des lésions dégénératives comme ça, qui, si vous voulez, qui choisissent certaines structures. Ils ne touchent pas d'autres. D'accord? C'est-à-dire, c'est une maladie comme ça qui choisissent certaines structures et pas d'autres. C'est comme ça. D'accord? ok. Le système Ok, merci. extra-limniscal n'est pas touché. Comme par exemple, hier, on a vu Oui, la SLA où on n'avait que des troubles moteurs. C'est une maladie qui choisit uniquement les fibres motrices, le motoneurone faisceau-pyramidal. D'accord? Donc, il y a des maladies qui sont d'accord, d'accord, spécifiques à certaines structures, il y a d'autres maladies qui sont spécifiques à d'autres structures. Voilà. D'accord? d'accord. Voilà. Donc, on a le syndrome cérébelleux, on a le syndrome radiculo-cordonal postérieur, et vous avez le syndrome pyramidal. Le syndrome pyramidal, ici, le syndrome pyramidal, d'habitude, quand on dit syndrome pyramidal, on dit réflexe vif, etc. Mais comme ici, la corne postérieure est touchée, les réflexes ils vont être abolis. Et donc, comment on va reconnaître le syndrome pyramidal? Uniquement par le Babinski. Donc, vous allez trouver un Babinski qui montre que le faisceau pyramidal aussi a été touché. Donc, voilà pour ce qui est du syndrome neurologique. Syndrome cérébelleux statocinétique, syndrome radiculo-cordonal postérieur, syndrome pyramidal. Voilà. Madame, Madame, Oui, excuse-moi. oui, Madame, vous avez dit que les réflexes ostéotendineux sont abolis à cause de euh, à cause des troubles sensitifs qui sont là pour la maladie. la Est-ce corne que postérieure, oui. Madame, est-ce que le réflexe iliomusculaire est atteint? Le, réflexe, Parce, le réflexe, ah, parce que non, non, non. Le réflexe idiomusculaire n'est pas concerné. N'est pas concerné ici. C'est-à-dire, il sera présent puisque le réflexe idiomusculaire dépend du muscle. C'est quand on tape le muscle qu'il y a contraction, décontraction. D'accord? Donc, il n'est pas concerné. ah, Ici, il est d'accord. présent. Il est présent, ma fille. D'accord? Madame, le fibre sensitive. Et, Hein? et- Madame, le fibre sensitive en bios. Les quoi? Les J'ai fibres pas bien. sensitives. Les fibres? Sensitives. Ah, les fibres sensitives. Oui? Madame, regarde, pour la contraction du muscle, il faut
Il faut qu'on ait un fibre sensitif qui Non, est non, normal et un fibre motrice qui est non, non, le normal. réflexe idiomusculaire, il dépend des fibres musculaires, de la fibre musculaire uniquement, pas des fibres nerveuses. Ok. D'accord? Ah, d'accord, madame. C'est une contraction D'accord, d'accord. de la fibre musculaire, pas de la fibre nerveuse. D'accord, ma fille? Ah, d'accord, madame, merci. Voilà. Donc, on a vu le syndrome neurologique. Dans la maladie de Friedreich, on a le deuxième volet de la triade, c'est le syndrome dysmorphique. Je vous ai dit toujours, dans les atteintes héréditaires, généralement, on a un syndrome dysmorphique. Et on va avoir des pieds creux, je vous les avais vus hier, les pieds creux bilatéraux, des deux côtés, symétriques, et au début réductibles, c'est-à-dire le malade, il peut corriger un peu ses pieds, et on peut avoir aussi des orteils en griffe. Et on peut avoir le varus équin. Varus équin. Donc, on peut avoir une syphoscoliose, on peut avoir une même botte, comme le pied beau, une même botte. Alors, je vais vous montrer ça. Regardez. Alors, hier, je vous ai montré le varus équin. Hein? C'est-à-dire, le pied, il est en dedans, les pieds sont en dedans quand on parle de varus, et ils sont en dehors, comme ça en dehors, quand on parle de valgus. Et équin, ça veut dire que le talon, il est en haut. Le talon, il ne se pose pas par terre, comme le cheval. Le talon du pied du cheval, toujours en haut. Donc, on dit varus équin. D'accord? Et puis, varus équin. Là, c'est la même botte. Regardez la même botte, comment elle est. D'accord? Une même botte. Voilà. Donc, le malade peut faire un pied beau, même botte, syphoscoliose, des pieds creux, etc. Enfin, toutes les tous les syndromes, toutes les complications dysmorphiques possibles, on peut les voir dans le Friedreich. Donc, on a vu le syndrome neurologique, le syndrome dysmorphique, et chez ce malade aussi, on peut trouver un syndrome viscéral et endocrinien, surtout l'atteinte cardiaque. Alors, par la suite, au début de la maladie, on va trouver seulement des troubles de repolarisation, du rythme, etc. Mais à la longue, après, c'est-à-dire à un stade plus tardif, on peut même avoir des cardiomyopathies, même le muscle va être atteint, le muscle cardiaque va être atteint, hypertrophie, d'accord? Donc, à la longue, on va avoir une atteinte cardiaque importante. On peut avoir aussi une atteinte endocrinienne avec un diabète, hypogonadisme, hypothyroïdie, etc. Des troubles endocriniens. Donc, voilà pour la maladie de Friedreich, le syndrome neurologique, syndrome dysmorphique et un syndrome viscéral et cardiaque et endocrinien. Voilà. Madame, Oui? Madame, concernant l'atteinte cardiaque, Madame, elle est due à une atteinte végétative. Oui, exactement. Voilà, exactement. L'atteinte viscérale est due à une atteinte végétative. Parce que les niveaux d'atteinte sont au niveau, justement, les niveaux médulaires sont au niveau, c'est-à-dire les fibres végétatives sont au niveau d'atteinte cardiaque et d'atteinte des glandes endocrines. Voilà. Voilà justement une maladie où vous avez trouvé des signes viscéraux d'origine végétative. D'accord? Donc voilà, oui. Voilà donc pour la maladie de Friedreich, qui est une maladie l'ataxie dégénérative de transmission récessive la plus fréquente. Mais on a d'autres maladies de transmission récessive, mais qui sont moins fréquentes. On va en parler, juste en parler. Alors, vous avez la VED, l'autosomal vitamine E déficiency. Alors là, c'est une maladie héréditaire récessive. On est toujours dans les ataxies récessives, qui est comme le Friedreich, mais et elle est due à quoi? Elle est due à une absence totale de vitamine E. Ça, c'est héréditaire. Hein? C'est héréditaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la protéine de transfert, justement, l'alpha-tocophérol, de transfert de la vitamine E. Donc, le malade, il manque totalement de vitamine E. Et la vitamine E, elle est vraiment indispensable au système nerveux central, surtout le cervelet. Et donc, si le malade manque de vitamine E, on va avoir une maladie comme le Friedreich. Mais
dans ce cas-là, le Friedreich, il n'a pas de traitement, on n'a aucun traitement. Tandis que cette maladie-là, il suffit de donner de la vitamine E per os. Bien sûr, ce sera toute la vie, bien sûr, puisque c'est une maladie congénitale, on a l'absence totale de cette vitamine E. Il faut la donner par voie orale toute la vie, mais au moins, on pourra guérir le malade. Le malade, il pourra guérir de ses troubles, d'accord, de cette ataxie. C'est une maladie, donc l'anomalie, elle est portée par le chromosome 8 et c'est une maladie qui a été identifiée surtout au Maghreb. Voilà, l'AVED. Donc, c'est une affection, donc toujours héréditaire récessive, comme le Friedreich. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième maladie héréditaire récessive. La troisième, vous avez l'ataxie-télangiectasie. L'ataxie-télangiectasie, c'est aussi une ataxie héréditaire récessive qui se voit surtout chez l'enfant et qui associe une ataxie cérébelleuse plus des télangiectasies cutanéo-muqueuses. C'est quoi les télangiectasies? Je vais vous les montrer. Voilà. Les télangiectasies, voilà, on les voit par exemple ici au niveau de l'œil. Vous pouvez les voir au niveau des muqueuses de la bouche, du nez, etc. On les voit ici au niveau de la peau. C'est des télangiectasies cutanéo-muqueuses. Hein? Et elles sont graves parce qu'elles sont constituées de vaisseaux qui peuvent éclater et donner des hémorragies un peu partout. D'accord? Même une hémorragie cérébrale. Donc, ces ataxies-là, ces télangiectasies, on les voit au niveau des conjonctives, des oreilles, du thorax, des membres, la muqueuse de la bouche, du palais, etc. Et donc, c'est le pronostic, il est grave de cette maladie. Comme je vous ai dit, ça peut donner des hémorragies un peu partout. Donc, on va avoir une ataxie cérébelleuse, des télangiectasies cutanéo-muqueuses et même des infections respiratoires parce que c'est des malades qui ont un déficit immunitaire très important avec des déficits, diminution des IgA. Et même, c'est des malades qui compliquent des fois de cancers, lymphome, leucémie, cancers divers. Voilà. Donc, c'est une maladie quand même qui est assez grave. L'ataxie télangiectasie. La quatrième ataxie récessive, héréditaire récessive, c'est l'ataxie cérébelleuse avec apraxie oculomotrice. C'est quoi le terme apraxie? Apraxie, c'est, vous savez, je vous ai parlé des fonctions cognitives, les fonctions cognitives cérébrales. Les fonctions cognitives, c'est les fonctions supérieures du cerveau, c'est-à-dire le langage, la mémoire, la gnosie. La gnosie, rappelez-vous, la gnosie, le fait de reconnaître des choses par la vision, par le son, par le goût, etc. C'est-à-dire le fait de reconnaître, par exemple, moi, je sais que ça, c'est devant moi, j'ai un stylo, je sais que c'est un stylo. Si je fais une agnosie visuelle, je vais le voir, je ne vais pas le reconnaître comme un stylo. Je ne vais pas le reconnaître, d'accord? Donc ça, c'est les agnosies. Alors, par exemple, j'ai l'habitude de chanter une chanson, par exemple, de connaître une chanson. Si je fais une agnosie auditive, je vais plus reconnaître cette chanson que j'adorais, par exemple, d'accord? Donc, voilà les agnosies. Et vous avez aussi la praxie. La praxie, c'est le geste. Alors, si on fait une apraxie, ça veut dire qu'on ne sait plus faire le geste. Le geste, par exemple, le geste de s'habiller. Par exemple, moi, vous me donnez une veste, vous me dites habillez-vous, je prends la veste, je sais comment mettre cette veste. Mais si je fais une apraxie, vous mettez devant moi la veste, je ne sais plus comment faire, comment vous me dites habillez-vous, je ne sais plus comment m'habiller. C'est ce qu'on appelle l'apraxie d'habillage. D'accord? Donc ça, l'apraxie, c'est un trouble du geste sans qu'il y ait une atteinte, par exemple, motrice. J'ai une bonne force musculaire, hein, j'ai un bon tonus, mais je ne sais plus comment m'habiller. D'accord? L'apraxie. Et donc là, c'est une maladie où on va avoir une ataxie cérébelleuse plus une apraxie oculomotrice, c'est-à-dire les muscles oculomoteurs ne savent plus comment faire bouger l'œil. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette maladie? Et les yeux vont dans le sens inverse de la tête. Si je veux regarder à droite, les yeux vont à gauche.
Donc, c'est une apraxie oculomotrice et une neuropathie périphérique. Donc, c'est une maladie qui va comporter, regardez bien, pas seulement une atteinte centrale, une ataxie cérébelleuse, il y a l'ataxie cérébelleuse, bien sûr, mais en plus l'apraxie oculomotrice et une neuropathie périphérique. Voilà donc pour cette quatrième ataxie cérébelleuse récessive. Donc le Friedreich, on a vu le déficit en vitamine E, l'ataxie télangiectasie et l'ataxie cérébelleuse avec apraxie oculomotrice. Ce sont donc les maladies des ataxiques, si vous voulez, héréditaires, transmises sur le mode autosomique récessif. Vous avez les dominantes, les formes dominantes, les ataxies transmises sur le mode dominant qui sont plus rares. Pratiquement, on les voit jamais, plus rares, d'accord? Alors, vous avez ce qu'on appelle l'ATCA, autosomal dominant récébellaire ataxia. On a le type 1, le type 2, le type 3. Le type 1, où c'est une ataxie cérébelleuse avec des troubles de l'oculomotricité, des signes pyramidaux, extrapyramidaux, une amyotrophie, des fasciculations, une atrophie optique. Donc, regardez, c'est une maladie quand même qui est riche en signes cliniques. Elle est portée par plusieurs chromosomes, le 6, le 12 et le 14. L'âge de début, c'est vers 30-40 ans. Vous avez l'ATCA type 2, où elle est portée par le chromosome 3, et on a une ataxie plus une rétinite pigmentaire, une atteinte de l'œil, rétinite pigmentaire, pouvant donner la cécité. Et vous avez l'ATCA type 3. Dans l'ATCA type 3, on a seulement un syndrome cérébelleux. Donc ça, c'est des maladies, si vous voulez, je voulais vous en parler, mais elles sont exceptionnelles. Hein. Pratiquement, nous-mêmes, on ne les voit jamais. Voilà, on ne les a jamais vues. Voilà. Et on termine par les autres causes des atrophies cérébelleuses. D'accord? Les autres causes des atrophies cérébelleuses. Alors, vous avez les atrophies cérébelleuses congénitales, c'est-à-dire, c'est des atrophies cérébelleuses qui apparaissent soit à la naissance ou chez le petit enfant. Donc, dans le très jeune âge, congénitales. Et vous avez les atrophies cérébelleuses acquises. Par exemple, l'éthylisme, l'alcoolisme. L'alcoolisme, il donne des atrophies cérébelleuses. C'est-à-dire, l'alcoolisme, il détruit les cellules cérébelleuses. Donc, ça va nous donner, alors au début, c'est seulement le malade quand il prend de l'alcool au début, c'est seulement quand il prend de l'alcool, il a cette démarche ébrieuse, mais quand ça passe, il est bien. Mais à la longue, les cellules vont être détruites. Et à ce moment-là, même en dehors de sa prise d'alcool, il aura toujours cette démarche ébrieuse, cette ataxie. Voilà. Il y a aussi des médicaments comme des substances toxiques comme les idontoïnes. L'idontoïne, c'est quoi? C'est un médicament avec lequel on traite l'épilepsie, le diidon. Alors, d'ailleurs, maintenant, on ne le donne plus. Pourquoi? Justement, à cause de ces effets secondaires très importants, surtout sur le cervelet, et donc cette ataxie. On ne le donne plus chez les épileptiques, mais sachez que ça existe et ça donne une ataxie. Le mercure aussi. Le mercure, alors, c'est une substance aussi qui donne des ataxies parfois définitives. Le mercure, il ne faut pas jouer avec le mercure. Hein. L'hypothyroïdie, ça donne une ataxie. Il suffit de traiter l'hypothyroïdie pour que le malade, il retrouve une démarche normale. D'accord? L'atrophie cérébelleuse paranéoplasique. Hier, on a parlé des maladies paranéoplasiques. D'accord? Donc, pas métastatiques, paranéoplasiques. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malade qui fait une tumeur quelque part, par exemple au niveau du poumon. Cette tumeur, elle va donner des antigènes. Le corps, il sécrète des anticorps pour lutter contre ces antigènes. Il se trouve que ces antigènes ont le même constitution que le cervelet, et donc les anticorps, en voulant attaquer ces antigènes tumoraux, vont attaquer le cervelet et donner une atrophie cérébelleuse. D'accord? Vous avez aussi les encéphalopathies spongiformes. Rappelez-vous, quand on a fait la SLA, je vous ai parlé de ces encéphalopathies spongiformes.
C'est-à-dire ce sont des virus qui attaquent, qui donnent des encéphalites, donc le cerveau. Et ces virus-là, ils ont la particularité de trouer le cerveau comme une éponge, une éponge. Donc, ils vont trouer, le cerveau il devient troué comme une éponge. C'est ce qu'on appelle les encéphalopathies spongiformes. Et donc, ça va trouer aussi le cervelet et donner des atrophies cérébelleuses. Donc, les encéphalopathies spongiformes. Et vous avez aussi les atteintes du métabolisme. C'est-à-dire, il y a des gens qui naissent avec des troubles du métabolisme, des glucides, des lipides, des mitochondries. Et donc, ces troubles du métabolisme donnent aussi, bien sûr, s'il y a des troubles du métabolisme des lipides, le cerveau a besoin de lipides, le cervelet aussi, c'est-à-dire le système nerveux, il a besoin de lipides, de glucides, de la mitochondrie parce que ça lui donne de l'énergie. Et s'il y a des troubles de métabolisme, des lipides, glucides, mitochondries, etc., eh ben le cervelet, le système nerveux ne va pas bien fonctionner. Et donc, on va avoir une atrophie cérébelleuse. Et vous avez aussi les dénutritions. Si quelqu'un est dénutri, donc il va manquer de vitamines, d'oligo-éléments, etc., l'élément nécessaire à la constitution de l'organisme, et donc le système nerveux, entre autres le cervelet, qui manque de ces éléments-là, donc il va s'atrophier, on va avoir une atrophie cérébelleuse. Alors j'ai terminé, est-ce qu'il y a des questions à poser? Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris la différence entre agnosie et apraxie. Apraxie. Sophie, l'agnosie. L'agnosie, Oui, c'est le fait de reconnaître des choses, les reconnaître. Par exemple, tu sais ce que c'est que le verre, un verre, un stylo. Tu sais ce que c'est qu'un stylo. Tu as toujours su ce que c'est qu'un stylo. D'accord? Tu le vois, tu sais ce que c'est. Si tu fais une agnosie, à ce moment-là, tu vois le stylo, tu le vois, mais tu ne le reconnais pas. Hein? Tu ne reconnais pas comme étant un stylo. D'accord? Est-ce que déjà tu as compris ça? oui, Voilà. La praxie, hein? Praxie, mais apraxie. Praxie, ça veut dire que on fait le geste. Pour faire un geste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on ait une bonne force musculaire, un bon tonus, mais la façon de faire le geste, ça va de s'habiller, de cuisiner, d'écrire, d'accord? Si tu fais une apraxie, c'est ça le trouble, apraxie. Ça veut dire que ce geste-là, tu ne sais plus le faire, d'accord? Par exemple, le fait d'écrire, tu as une bonne force musculaire, tu as un bon tonus, on te donne un stylo, tu ne sais plus, alors que tu es une intellectuelle, tu ne sais plus écrire, tu ne sais plus. On te donne un habit, tu ne sais plus t'habiller, alors que tu as une bonne force. Donc, ça, c'est des fonctions supérieures, psychologiques supérieures du cerveau. C'est comme la mémoire, c'est comme le langage. D'accord? Est-ce que tu as compris? merci docteur. L'agnosie, c'est reconnaître. L'apraxie, c'est le geste. Je ne sais plus faire le geste. D'accord? Tu as compris? Oui, madame. Docteur, Oui? j'ai pas compris la marche radiculo-cordonale. La relation avec la marche talonnante. La marche, sauf la marche talonnante, c'est quand on a une atteinte des cordons postérieurs. La sensibilité profonde, d'accord? Sophie, la marche talonnante, c'est quand on a une atteinte des cordons postérieurs. Donc, quand on marche, on ne dévie pas à droite à gauche, mais on entend les talons du malade. Elle dit c'est la marche talonnante. Ça veut dire qu'on a une atteinte de la sensibilité profonde. Si vous avez un malade qui marche à droite et à gauche, c'est une démarche ébrieuse. Ça veut dire qu'on a une atteinte du cervelet. Mais si vous avez
les deux atteintes chez le même malade. Chez le même malade, vous allez avoir un syndrome cérébelleux et un syndrome cordonal postérieur. Donc là, il va avoir une démarche ébrieuse et en même temps talonnante. Et cette démarche-là, on dit que c'est une démarche tabéto-cérébelleuse. D'accord? Est-ce que tu as Oui, compris? madame. Tu as Oui, compris? madame, merci. Oui, madame.